Faut-il suivre Louis de Fels et son équipe et investir dans le fonds Gay-Lussac Microcaps France? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous y abonner à la chaîne. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos régulièrement sans être abonnés. S'il vous plaît, faites-le, ça m'aidera. Activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec le rapport de gestion publié en mai 2025 qui porte sur le mois d'avril 2025. La performance du fonds, elle est bonne, 313% depuis la création, ce qui est bien au-dessus de l'indice de référence, qui est le MSCI Europe Micro Total Return. Après, il y a à boire et à manger dans cet indice. En plus, la classe d'actifs microcap est faiblement valorisée encore. Donc, ils battent largement cet indice, mais ils battent également largement leur objectif de gestion, qui est de 7% annualisé. Et ce 7% annualisé, il ne sort pas de nulle part. C'est le pourcentage, la performance qui vous permet de doubler votre capital en 10 ans. Ils ont aussi un autre objectif qui est de minimaliser la volatilité sur ce fonds. Donc, ils battent aussi, je pense qu'ils remplissent bien aussi ce mandat. On va aller passer les ventes et les achats en détail sur Coifin. Voilà, un mot rapidement sur les achats. On a du ABS Arbitrage pour profiter de la volatilité. Ils font de l'arbitrage sur les marchés financiers. 74 Software, bonne publication. Equasense, c'est une belle société de croissance dans le logiciel spécialisé pour les pharmacies. Delta Plus pénalisé par le contexte macroéconomique. Ça fait quelques trimestres que Delta Plus marche pas très fort. Vetoquinol, alors ça, normalement c'est un peu défensif, donc là c'est décevant qu'ils aient fait une mauvaise publication. Et Thermador également, contexte plutôt compliqué. Ici, rapidement, d'abord les principaux ratios clés. Ils ont donc un peu de cash quand même, il faut noter qu'ils ont 8,6% de cash. 53 lignes, donc 53 lignes c'est quand même beaucoup, mais c'est un fonds diversifié. Donc réglementairement, ils sont obligés d'avoir beaucoup de lignes. Si vous êtes un particulier, je pense, c'est mon approche, et vous n'êtes pas obligé de la partager, je pense qu'il vaut mieux avoir de l'ETF et une poche stock picking concentrée, avec quelques lignes qu'on peut très bien suivre, et comme ça on peut analyser le secteur en détail, etc. Eux, réglementairement, ils sont obligés d'être très diversifiés, et ils ont une équipe en plus pour aller analyser tous les dossiers. Mais si vous êtes tout seul pour faire ça, il vaut mieux essayer de sélectionner les meilleurs dossiers, la crème de la crème, et se concentrer là-dessus, plutôt que d'avoir 50 lignes. Je pense que c'est complètement difficile à suivre, mais ce n'est que mon avis. Le PER médian du fonds 2025, donc le PER forward sur les bénéfices 2025, d'après les estimations des analystes, donc, ou leurs estimations à eux, est à 13,7, ce qui est pas très cher payé. On n'est pas non plus sur de la value, on serait en moins de 10. Là, on est plutôt sur valorisation raisonnable. Un VE sur EBIT qui a pareil forward à 9,7. Là, pareil, c'est pas value, c'est plutôt raisonnable, on va dire. Une croissance des bénéfices par action de 8%. Donc ça, c'est bien. Croissance de bénéfices par action. Ça veut dire qu'à multiple constant, vous allez avoir cette croissance. Le prix de l'action, c'est le multiple fois la croissance des bénéfices. Si votre multiple reste constant, c'est jamais le cas évidemment, mais si le multiple reste constant, vous allez avoir la croissance des bénéfices au long terme. Après, évidemment, si le multiple commence à monter, là, ça vous aidera beaucoup. Le ROCE, 18,7, ça c'est l'indicateur le ratio de rentabilité. C'est équivalent au rendement des capitaux investis. J'avais fait un article sur le blog à ce sujet, vous pouvez aller le consulter si vous êtes intéressé. Donc 18,7%, c'est tout à fait bon, surtout que c'est pas biaisé par la dette. Quand on a le ROCE, contrairement au ROE, normalement les fonds propres qui lui peut être impacté par la dette. Et on a en moyenne des dossiers qui sont cash net, dette nette sur EBITDA à moins 0,5, donc intéressant. Les 5 principales positions du fonds, c'est Gera Paille électrique. Donc ça, c'est plutôt une small case, spécialisée dans les marchés de niche pour l'électricité. Donc sur des marchés sur lesquels ils ne sont pas forcément concurrents avec du Schneider Electric ou du Legrand, dans l'électricité. Neuron, une belle petite ESN qui est plus, on va dire, résiliente que les autres ESN françaises. Clínica Baviera, donc là c'est un réseau de cliniques en Espagne qui est... alors ça a bien monté au début de l'année, mais je pense que... Enfin, ça a bien monté à fin d'année 2024. Ça c'est un peu... je pense le multiple a un peu baissé depuis le début de l'année, on va aller voir ça en détail. Bonne société aussi de croissance qualitative. CEW, donc eux, c'est... je sais plus ce qu'ils font, c'est une société allemande, on va regarder ça après. Ils font... donc c'est une cap de mémoire, et Sembré, eux, ils font tout ce qui est raccordement électrique. Donc c'est aussi sur un marché de niche dans l'électricité. Les principaux mouvements, on en a parlé juste avant. Je vous invite maintenant sur la watchlist sur Coifin. Alors, on a le tableau ici, les principales colonnes que l'on va passer en revue, le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars US, on n'a pas en euros, la croissance du chiffre d'affaires
en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux, par rapport aux actifs, la rentabilité, le rendement des capitaux investis ici, le rendement des fonds propres. Alors nous, on va plutôt se concentrer sur le rendement des capitaux investis, hein, vu que ce sont des sociétés plutôt industrielles et pas financières. L'endettement net, en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire ici, pour vérifier s'il y a dilution ou rachat d'actions. Free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. Le payout ratio, c'est la proportion de dividendes, la proportion de bénéfices versés en dividendes, mais il faut se rappeler que le dividende est versé avec les free cash flow. Donc il faut bien qu'il y ait une adéquation entre free cash flow et bénéfice net. On y va tout de suite. Première position, première position du fonds, enfin première market cap du fonds, pardon. Neuron, une ESN française très résiliente. Elle a beaucoup de visibilité, enfin elle a pas mal de visibilité sur son carnet de commandes, contrairement à ses concurrents, style Sopra Steria, OB, Capgemini même. Donc ça explique pourquoi elle est quand même elle est bien valorisée. On a une croissance du chiffre d'affaires de plus de 10% en rythme annualisé de 5 ans, donc ça c'est plutôt bien. On n'a pas les autres chiffres malheureusement qui sont chargés, donc il faut aller regarder, faire un focus en fait sur la boîte séparément. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur Neuron. On peut rapidement calculer, hein, on a un bénéfice net de 54 millions, on est valorisé 1,2 milliard, donc on est quand même entre 23 fois les bénéfices, hein, des 12 derniers mois. Donc c'est quand même un peu cher payé, mais c'est qualitatif et il y a la croissance, hein, donc plutôt un bon dossier Neuron en réalité. Sembré, 1 milliard, allez, 1,1 milliard de market cap, 9,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, 14,4 en VE sur EBITDA, 22 en ratio coût-bénéfice, 36 en ratio coût-free cash flow. On est à 19 en rendement des capitaux investis et donc c'est une bonne rentabilité. On est cash net sur le dossier, ça c'est bien. 3,4% en rendement du dividende. On est à 3 en rendement de l'actionnaire. Donc là, il y a peut-être un peu de dilution à vérifier. Parce qu'en fait, on peut avoir aussi des actions qui sont remises en circulation, mais qui étaient dans l'autocontrôle, hein, qui ne sont pas forcément de la création d'actions nouvelles. Hein, donc à vérifier. On a un payout ratio qui est à 67%. Mais les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc attention, on a versé peut-être une partie du dividende à crédit. Donc il faut vérifier les free cash flow, si ici c'est structurellement bas ou si c'est conjoncturellement bas, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, hein, ça peut être une dépense en capital élevée, et si c'est le cas, c'est pas fait grave. Ensuite, CEW, donc Commercial Services, ah oui, ça me revient. Donc ils font de l'impression photo maintenant, c'est ça qu'ils font. Donc c'est plutôt un marché de niche, hein, quand même, mais c'est une grosse mid-cap, hein, 770 millions de dollars de market cap, ça c'est pas mal. 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, c'est plutôt un marché mature, hein, sans doute. 4,7 en VE sur EBITDA, c'est quand même pas cher. 12 en ratio coût-bénéfice, bon, ça reste raisonnable. Il n'y a pas de free cash flow, donc il faudrait vérifier, donc faire un focus sur la boîte, voir à quel niveau sont les free cash flow et à quel niveau est le multiple. On est à 13 en rendement des capitaux investis, cash net sur le dossier, c'est bien. 2,9 en rendement du dividende, il n'y a pas le rendement de l'actionnaire, donc potentiellement, il faut aller voir ce qui se passe au niveau du rendement de l'actionnaire. Bon, c'est plutôt un marché de niche, c'est pas très chèrement valorisé, mais il y a un petit peu de croissance. Pourquoi pas aller creuser plus en détail. Ensuite, on est sur Clínica Baviera. On est sur le réseau clinique espagnol, 698 millions de dollars de market cap, 16,4 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, donc forte croissance quand même, hein. Eux, je pense qu'ils font de la croissance externe quand même, hein. Ils veulent agrandir leur réseau de cliniques plutôt que de la croissance organique, hein. C'est pas un marché qui a une forte croissance organique. 9,1 en VE sur EBITDA, 17 en ratio coût-bénéfice, 19 en ratio coût-free cash flow. Donc ça, c'est pas value, hein, mais on va dire, ça reste raisonnable. Disons qu'il y a la croissance quand même, mix de croissance organique et croissance externe. Donc les multiples reflètent cette croissance. C'est pas donné non plus, mais bon, la qualité du dossier est quand même forte, hein. 26 en rendement des capitaux investis, c'est quand même élevé, hein. 0,2 en termes de dette nette sur EBITDA, donc on est quasiment cash net, 4%, 4,1% de rendement de dividende, 5,2% de rendement de l'actionnaire. C'est quand même sympa, hein. Avec un payout ratio qui a 64%, par contre, ça, ouais, c'est pas forcément soutenable à ce niveau, il faut faire attention. Ça va peut-être, au mieux, je pense que ça va stagner à ce niveau-là, hein, le rendement du dividende à 4,1%. Bon, donc à voir, mais je pense que Clínica Baviera, ça peut être intéressant pour un portefeuille plutôt orienté croissance-qualité pour le long terme. Vous n'avez pas des multiples vraiment bradés, mais c'est pas si cher payé et ça continue à croître bien comme il faut avec une bonne rentabilité. Donc bon petit dossier qualitatif. Gérard Paillet Industrie. Si vous voulez une vidéo en détail, je vous renvoie vers la chaîne de Philippe sur Finance Academy, hein, elle est très bien. Il a fait une très bonne analyse de Gérard Paillet qui suit plus en détail et beaucoup plus que moi, hein, évidemment. On est sur 335 millions de dollars de market cap, 8,6 en croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans, 8,2 en VE sur EBITDA. C'est pas si cher payé.
17 en ratio coût-bénéfice, 15 en ratio coût free cash flow. Bon, des multiples qui sont pas forcément trop chers, hein, donc ça reste quand même raisonnable comme valorisation. Rendement des capitaux investis à 10,3%, ça c'est pas mal. Bonne qualité. Cash net sur le dossier, très bien. 2,9 en rendement du dividende, c'est bien. Un peu de dilution potentiellement à vérifier, 2,7% de rendement d'actionnaire. On est sur un payout ratio qui est tout à fait soutenable et bien corroboré par les free cash flow. Donc pas trop mal, hein, Gérard Industrie. Dans cette liste des principales positions, moi ce que j'aime bien c'est Neuron, donc mon club d'investissement là en portefeuille. Moi j'investis pas dans la croissance, donc c'est pour ça que j'ai pas ce genre de dossier, mais dans mon club d'investissement on a plutôt des stratégies plus variées. Donc on a un peu de Neuron qui marche pas trop mal. On n'a pas de Clinica Baviera, mais je pense que c'est une société quand même assez qualitative et qui a sa place dans un portefeuille croissance de qualité. C'est pas un conseil d'investissement, évidemment, faites vos propres recherches, mais quantitativement, en tout cas, c'est intéressant. Allez, on passe aux achats. Donc, 74 Software sur Axway, plutôt du logiciel orienté API et transfert de flux financiers, il me semble. Hein. Donc plutôt de la data financière. 1,3 milliard de dollars de market cap, quand même ça commence à être une grosse mid-cap. Hein. 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples sont quand même élevés. Hein. Ici, on n'est pas du tout raisonnable en valorisation. Je trouve qu'on est quand même trop cher payé sur ce dossier. Donc après, il faut regarder, eux, ils regardent évidemment les multiples futurs. Donc il faut regarder les prévisions des analystes sur le dossier pour savoir à combien on se trouve en termes de multiples. Mais là, c'est typiquement un dossier de croissance. Hein. 7% de rendement des capitaux investis, ça c'est un peu décevant. Hein. Sur du logiciel, normalement, on n'a pas besoin de beaucoup de capitaux. Faible rentabilité, je trouve quand même. Après, sur le logiciel, on peut avoir beaucoup de croissance et être pas rentable, rentable depuis assez peu. Donc, il faut regarder aussi la trajectoire de cette rentabilité. Disons que si elle est en croissance, la rentabilité, c'est pas un souci. Mais si on reste à ce niveau-là, c'est pas terrible. Hein. 1,9 en dette net sur EBITDA. Voilà, hein, ça c'est le reflet du fait qu'on n'est pas très rentable et du coup, pour financer la croissance, on doit s'embêter. Pas de dividende versé et il y a une dilution. Donc ça, il faut vérifier ce qui s'est passé. Et est-ce que c'est une dilution ponctuelle ou si ça va être récurrent? Alors, si c'est récurrent, vous vous faites massacrer en tant qu'actionnaire, donc plutôt à éviter. Bon, moi j'ai des doutes sur ce dossier, hein. Plutôt mitigé à mon avis, 74 Software, mais plutôt à mettre de côté, à voir comment ça se passe par la suite, hein. Ça me semble un peu cher. Equasense, donc ils avaient eu des problèmes de croissance sur les dernières années, mais ça semble repartir. On est sur l'ancien Pharmagest Interactive, qui font du logiciel pour les pharmacies, donc ils sont sur une verticale métier, ils connaissent bien cette verticale, donc bon petit logiciel, 8,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé 5 ans. Des multiples qui sont un peu chers quand même, 15 en VE sur EBITDA, 19 en ratio coût-bénéfice et 28 en ratio free cash flow. Bon, les free cash flow, on a peut-être besoin aussi pour investir, enfin la dépense en capital, donc il vaut mieux peut-être se concentrer sur ratio coût-bénéfice. Mais bon, c'est un peu cher payé, il faut regarder la valorisation forward, à combien on se trouve en termes de bénéfices d'estimation sur 2025 et à quel niveau se trouve le multiple. Ici, c'est pas si cher payé sur les multiples des 12 derniers mois. 14,7% vraiment des capitaux investis. Bonne rentabilité, voilà, c'est ça la rentabilité qu'on doit avoir sur du logiciel normalement. 0,5 fois l'EBITDA en dette nette, donc ça c'est pas trop lourd, très bien. 2,5% vraiment du dividende, potentiellement un peu de dilution à vérifier. On est sur un payout ratio qui est en réalité plus élevé que ce qui est indiqué ici, puisque les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Bon, ça reste à mon avis soutenable ce niveau de dividende qui est moyen, qui n'est pas extraordinaire, mais à mon avis qui peut croître si on a de la croissance des free cash flow tranquillement. Bon petit dossier à mon avis, Equasense, mais plutôt orienté pour la croissance de qualité également. Alors, ABC Arbitrage, ça c'est un dossier particulier. J'ai été actionnaire d'ABC Arbitrage alors, il y a longtemps, je crois que c'était entre 2018 et je crois que c'était 2018 et 2021. J'ai dû être actionnaire, j'ai fait deux assemblées générales. J'aime beaucoup le dirigeant Dominique Séolin, il est très clair dans ses explications et il est très pédagogique sur les mécanismes de l'arbitrage et des marchés financiers. Et donc, ce qu'il dit, lui, pour prévoir les résultats d'ABC Arbitrage, c'est que vous prenez tout simplement la volatilité, hein, donc mesurée par le VIX, l'indice de la peur sur les marchés, sur le S&P de mémoire, S&P, peut-être le Dow Jones, je ne sais plus, aux États-Unis. Donc, eux, en fait, ils sont structurellement long volatilité, c'est-à-dire que quand la volatilité est en hausse, eux, ils font évidemment beaucoup plus de bénéfices. Ils ont des stratégies assez diverses. Ils sont aussi en train de se diversifier sur le marché des crypto-monnaies. Donc, c'est un marché aussi beaucoup très volatile. Il l'avait mis en pause, en fait, parce qu'il y avait des problèmes réglementaires, évidemment. Mais il y avait des problèmes aussi avec FTX. Hein, c'était à l'époque de FTX. Depuis, ça se passe bien. Alors, bonne petite société, bonne petite mid-cap. Elle avait été massacrée par la vente d'ETF. En fait, il y avait des ETF qui l'avaient et ils ont tout sorti d'un coup. Donc, ça a pesé sur le cours de manière assez injuste. Et du coup, ça a fait complètement baisser les multiples, alors que ça reste une société qui a
fait 0 perte en 25 ans. Et ils ont toujours versé le dividende qui est trimestriel. Donc, c'est quand même une bonne société, plutôt orientée rentier, hein, attention. 6,7% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans, c'est pas mal. Les multiples de valorisation, là, c'est plutôt c'est de la finance, hein, donc on va plutôt se concentrer sur un multiple de court-bénéfice. On est à 15 en ratio court-bénéfice. C'est, sur les 12 derniers mois, donc c'est médian, on va dire. C'est pas extraordinairement cher pour une société qui est quand même qualitative, hein. On a un rendement du coup, leur critère, c'est leur ratio, c'est plutôt le rendement des fonds propres, à 17. Donc, ils s'endettent, donnez-moi, ils s'endettent pas, hein, pour leur position. Donc en fait, ils sont cash net et ce cash net, il sera jamais rendu, enfin il est rendu régulièrement aux actionnaires via un dividende, mais c'est leur outil de travail évidemment, hein. Ils placent leur argent dans leur stratégie d'arbitrage. Donc, ils en ont besoin pour travailler quand même. Donc, voilà, vous avez quand même, une bonne rentabilité sur la boîte, vous n'avez pas forcément une forte croissance. L'arbitrage, de toute façon, c'est typiquement, les stratégies d'arbitrage, vous pouvez pas, c'est capé en fait, hein, le montant que vous pouvez mettre sur les stratégies d'arbitrage, parce que les marchés, à long terme, moi je crois en l'efficience des marchés, à long terme, hein, pas l'efficience à court terme, mais bien sûr, hein, ça marche pas. Il y a toujours des inefficiences de marché sur les petites poches de marché, et cetera. Mais sur, les stratégies d'arbitrage, justement, en fait, c'est eux qui participent à rendre les marchés efficients. Et donc, s'ils trouvent une niche d'arbitrage, ils vont essayer de la maximiser, mais, c'est un potentiel capé. Ils vont pas pouvoir mettre des milliards dans une niche d'arbitrage, hein. Donc, dans une stratégie d'arbitrage. Donc, ce qui fait que, en fait, ils vont pas non plus pouvoir faire une croissance extraordinaire. Bon, je ferme la parenthèse. 5,6% de rendement du dividende qui est versé trimestriellement, c'est intéressant. Il y a peut-être un peu de dilution. Ça, c'est en fait la rémunération des salariés, hein. Ils travaillent avec des quants et les quants, ils ont du variable qui est indexé sur la performance, de la boîte. Donc, et pour les inciter à rester sur le long terme, ils ont évidemment des stock options à baisser à l'arbitrage. Bon, le payout ratio, il est soutenable, enfin il est à 66%. Donc en fait, le dividende, il va dépendre, il est pas en augmentation constante et il est pas non plus, à un niveau qui est fixé, hein. Ça va vraiment dépendre de la volatilité des marchés. Vous pouvez vous attendre à un minimum de 3% de rendement du dividende sur BC Arbitrage, sur les marchés qui sont flats. Quand il y a la volatilité, par contre, il vous augmente le dividende et ça, c'est intéressant. Donc, bon petit dossier, on va dire. C'est une couverture en fait, que vous pouvez mettre en portefeuille et c'est une couverture rémunérée. Vous touchez votre dividende et en même temps, s'il y a la volatilité, votre capital s'apprécie et ils vous rendent une partie de cette appréciation par, des dividendes supplémentaires. Donc, ça peut être intéressant. Sur les ventes, Vetoquinol, donc spécialiste de la pharmacie animalière, on est sur 973 millions de dollars de market cap, 6,4% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans. 7 en VE sur EBITDA, ça c'est value, hein. Je pense pas qu'on serait à des multiples aussi value, alors que c'est quand même une boîte qui est censée être défensive. Bon, la publication a été, pas terrible, apparemment, hein, j'ai pas la publication, mais les multiples sont quand même pas très élevés. 16 en ratio coût-bénéfice, 13,2 en ratio coût-free cash flow. Bon, c'est pas trop cher payé non plus, hein. On est à 6,8 en rendement des capitaux investis. Bon, c'est correct. Cash net sur le dossier, si on en croit l'agrégateur. 1,2% de rendement du dividende. Alors, ils sont pas très généreux avec leurs actionnaires, hein. On a 17 en payout ratio. C'est largement soutenable. Ils pourraient, doubler ou tripler le dividende sans problème, hein. Donc, bon. Donc, mauvaise publication, apparemment, c'est pour ça qu'ils vendent. Allez voir plus en détail. Thermador, également, compliqué. Donc, ils sont sur 720 millions de dollars de market cap, 6,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. On a 9,3 en VO sur EBITDA, 16,4 en ratio coût-bénéfice, 9,9 en ratio coût-free cash flow. C'est plutôt, raisonnable comme valorisation. C'est pas value non plus. 10,3 en rendement des capitaux investis. On est cash net sur le dossier. Bonne rentabilité, du coup, dossier solide, on va dire en termes de bilan. 3% de rendement du dividende, c'est intéressant. Free cash flow bien plus élevé que les bénéfices nets, donc ce dividende est soutenable. Ils pourraient même l'augmenter un petit peu, donc je pense qu'ils vont l'augmenter. Moi, je pense que c'est pas si mal, hein. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils font un peu de trading, quoi, et que c'est le genre de dossier sur lequel ils vont revenir si ça tombe sur un creux. Bon, moi, je pense que c'est pas la meilleure stratégie, hein. Si le dossier est quand même, pas si chèrement valorisé, quand même, il a une bonne rentabilité, qu'on croit dans le business model, peut-être que ça se garde sur le long terme. Alors Delta Plus, par contre, j'ai plus de doutes, hein. Donc là, c'est le spécialiste de l'équipement de protection individuelle. Ça dépend beaucoup, de la construction résidentielle, des plans d'infrastructure, et cetera. C'est plutôt en berne en Europe. Donc, bon, pas extraordinaire. Ça fait quand même quelques trimestres, hein, qui sont les difficultés. On a 425 millions de dollars de market cap, 8,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pas mal. Des multiples qui sont raisonnables, mais c'est pas value. On est à 8,2 en rendement des capitaux investis, correct, on va dire, mais il y a un peu trop de dette, hein. Je trouve 2,4 en dette nette sur EBITDA, pas terrible alors qu'on est en bas de cycle, hein. 2% de rendement du dividende, 2,4% de rendement de l'actionnaire, il y a un peu de rachat d'actions potentiellement. Ça c'est bien. On a un payout ratio de 31%, ce qui est pas très élevé.
ils pourraient peut-être monter des dividendes pour faire patienter les actionnaires. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va garder, enfin, qu'est-ce qui est intéressant dans cette liste? Donc, dans les ventes, moi, je pense qu'en fait, Thermador, enfin, Vetoquinol, pardon, ça peut être intéressant, hein, ça n'a pas l'air si cher payé. Donc, bon, peut-être qu'ils ont fait une prise de profit ponctuelle. On va dire que Equasense, pour un portefeuille croissance de qualité, ça peut être bien aussi, hein. Et ABC RBTH, c'est vraiment cas particulier, couverture rémunérée contre le risque, plutôt pour un rentier, du coup, je dirais. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.